Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission spéciale qui sera consacrée au massacre du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kharrata. Nous commémorons aujourd'hui le 80e anniversaire du 8 mai 1945, une journée marquée par le sang coulé des Algériens victimes d'exactions commises par l'armée française appuyée par des milices et soutenues par les plus hautes autorités de l'État français à l'époque, à leur tête le général de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire de l'après-guerre. Pour revenir sur cette page ô combien importante de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM M. Kamel Beniaïch. Kamel Beniaïch est connu pour ses écrits consacrés justement à la tragédie du 8 mai 1945. Il a au moins 12 ouvrages consacrés à cette tragédie. Le premier, Sétif, la fosse commune, et le second, Massacre du 8 mai 1945, la vérité mystifiée. Kamel Beniaïch est auteur également de plusieurs contributions consacrées au massacre du 8 mai 1945. Il a animé également plusieurs tables rondes et plusieurs conférences sur ce sujet. Monsieur Kamel Beniaïch, bonjour et bienvenue dans les studios d'Ifriqiya FM. Bonjour, je suis content et ravi d'être dans les studios d'Ifriqiya FM. C'est un honneur et un devoir de parler ou de revenir sur une tragédie dont plusieurs zones d'ombre restent toujours à révéler. Et nous célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire de cette tragédie qui reste dans la mémoire de tout Algérien. Je voudrais aussi exprimer mes remerciements aux médias algériens et notamment médias publics, à savoir la radio et la télévision nationale, pour l'intérêt qu'ils portent à la question mémorielle, qui est très importante en ces jours de troubles dans les relations franco-algériennes. D'ailleurs, nous célébrons également la journée de la mémoire, instaurée par le président de la République. Pour moi, cette journée instaurée par Monsieur le Président de la République le 7 mai 2020 est une décision à la fois historique, courageuse et souveraine. C'est la première fois depuis l'indépendance de notre pays en 1962 qu'un président de la République instaure et institue une journée nationale pour la mémoire. Et pour que les choses soient claires, cette journée nationale de la mémoire ne concerne pas uniquement les victimes et les martyrs de mai 1945, mais elle concerne toutes les victimes et tous nos shuhadas de 1830 à 1962. C'est une décision, c'est une date qui marque et puis qui exprime la gratitude de la République envers les martyrs de la nation. Dans le récit algérien, Sétif est évidemment un événement inaugural pour la conscience et l'histographie algérienne. La guerre d'Algérie a commencé donc en mai 1945. L'historien américain Todd Shepard. Mai 1945 a ouvert une nouvelle étape historique à laquelle devaient correspondre des formes de lutte et d'organisation neuves. Houssine Aït Ahmed, jeune militant de la cellule PPA du lycée Ben Aknoun, Alger, alors qu'il n'avait que 16 ans. La guerre d'Algérie a bel et bien commencé à Sétif le 8 mai 1945. L'historien algérien Mohamed Harbi. L'Algérie se souvient toujours des massacres commis par la France coloniale le mardi 8 mai 1945 à Sétif, Guelma, Kharrata et dans d'autres régions telles que Batna, Blida, Khanchla, Bourj Bouaririj, Biskra, Saïda. La sauvagerie et la violence de la répression coloniale se répandit tel un poison sur le territoire algérien. Deux atmosphères, deux ambiances. D'une part, le monde et notamment les Européens célébraient la fin du nazisme et d'une guerre sauvage et impitoyable.
Et d'une autre part, les militaires et la police française avaient ouvert le feu sur des manifestants pacifiques sortis pour réclamer l'indépendance de l'Algérie. Pour revenir donc au massacre du 1945, Kamel Benaïch, qu'est-ce qui explique le paroxysme de la violence de l'armée coloniale française au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Une armée qui a été complètement balayée par les nazis en juin 1940. Je suis l'un des rares qui disent que la tragédie de mai 1945 est un complot prémédité contre le peuple algérien. Ce complot a commencé le 14 août 1944. Avant de partir en France, le général de Gaulle a été très clair et il a tenu à instruire le général Henri Martin, commandant du 19e corps d'armée et coordinateur des forces terrestres de l'Afrique du Nord, en lui disant ceci: ne laissez pas filer entre nos doigts l'Afrique du Nord au moment où nous libérons la France. Cette instruction a été appliquée à la lettre. Le général de Gaulle ne concevait pas le règlement de la question algérienne en dehors de son discours du 12 décembre 1943 à Constantine et de l'ordonnance du 7 mars 1944, dont l'article 3 qui octroyait le droit de la citoyenneté et le droit de vote à une minorité d'Algériens qui ne dépassait pas 65 000 personnes. Cette ordonnance-là a été, décriée par aussi bien les gros colons que par le mouvement national représenté à l'époque par les AML, les Amis du Manifeste et de la Liberté. Il a mis en place, ou a instauré cette ordonnance le 7 mars 1944, c'est pour une seule raison, c'est pour contrer les AML créés le 14 mars 1944 par Farhat Abbas à Sétif. Et un des principes de la création des AML, c'est la reconnaissance de l'identité nationale, des couleurs nationales, et aussi, c'est très important, d'une assemblée nationale algérienne. Et, je rajoute, et aussi la reconnaissance de la langue arabe comme une langue officielle. Je serai clair, messieurs. Nous avons perdu l'Indochine, mais nous garderons coûte que coûte l'Algérie. Alors pas de quartier. Je vous trouve bien silencieux, capitaine Léonard. Mais je suis sûr que vous n'en pensez pas moins. Mettons-nous bien d'accord, monsieur l'adjoint au maire. Ma mission à moi, c'est de casser du Félaga. Alors je préfère vous dire qu'on est loin du compte. Les indigènes sont contre nous. Et les Parisiens ont peur que la guerre soit à leur porte. Il n'en faut pas beaucoup pour qu'ils abandonnent l'Algérie. Ouvrez les yeux, monsieur Azopardi. Les Arabes ont la force du nombre avec eux. Et il est difficile de savoir sur quel pied danser. Si vous continuez comme ça, vous risquez d'avoir un couteau planté dans le dos. Croyez-moi, pour les amener à la raison, il n'y a qu'un seul moyen. La terreur. Il faudra en passer par là. Alors, vous parlez d'un complot, donc il y a eu une provocation. Et une préméditation. Une préméditation. Le général de Gaulle, après un long séjour à Alger, il a vu et il a pris connaissance de la situation politique de l'Algérie. Et il a pris connaissance du danger qui guettait l'Algérie française. D'autant que le mouvement national prenait de l'ampleur de jour en jour. Donc, il voulait tuer dans l'œuf toute aspiration et toute aspiration émancipatrice du peuple algérien. Donc, en donnant instruction à Henri Martin, il a ouvert la voie à une extermination ethnique. Et d'ailleurs, ça c'est une première que je vous donne, le 30 août 1944,
il signe une décision et il lui donne le feu vert pour réprimer. Il y a eu par la suite, de janvier, il y a eu des manœuvres. Il y a eu des manœuvres sur carte, il y a eu des manœuvres aussi, et des intimidations du côté de Chenois à Cherchel. Il y a eu des intimidations à Biskra. Il y a eu aussi des intimidations violentes en Kabylie, et notamment à Tizi Ouzou le 4 et le 5 mai, c'est-à-dire 3 ou 4 jours avant la grande saignée. Et puis il y avait la répression du 1er mai 1945. Vous me donnez l'occasion de parler d'un pan important de notre histoire contemporaine, à savoir le bain de sang du 1er mai 1945, qui n'a pas eu la place qu'il mérite dans l'écrit historique national. Pour parler du 1er mai, les Algériens, à travers le PPA qui fonctionnait et qui activait, si vous voulez, sous la bannière, des AML, voulaient organiser une marche pour montrer aux Français et aussi aux Alliés qu'il était représentatif, qu'il avait aussi la capacité de mobiliser les Algériens et que les Algériens n'aspiraient qu'à une chose, à la liberté. Donc, il y a eu mort d'hommes à Alger. Il y a eu 4 morts à Alger. Il y a eu des centaines de blessés à Alger. À Oran également. À Oran, à Béjaïa, à Tizi Ouzou et dans de nombreuses villes algériennes. Contrairement à Sétif et Guelma, où on avait, à ce jour-là, enregistré aucun incident. Aucun dépassement, aucun incident. Voilà. Oui. Et puis, vous me donnez l'occasion de parler du 1er Alger. Il y a eu aussi des exactions, il y a eu aussi de la torture. On a torturé des hommes le 1er mai. Moi, je me rappelle, j'ai lu un bouquin extraordinaire, les mémoires de Sil Hussein Aït Hamdallah Yarhamou, et puis où il parlait de la torture subie par un de ses amis, un de ses compagnons, Ahmed Ouagnoun. Oui. Donc, il a été torturé et il n'a pas soufflé un mot sur l'organisation. Donc, l'autorité coloniale, représentée par Yves Chétigneux, Henri Martin, Pierre-Henri Gazan, un des artisans de la tuerie, secrétaire général du gouvernement d'Alger, Lestrade Carbonel, André Achari, colonel Bourdila et d'autres, pouvaient et avaient la possibilité d'éviter ce bain de sang de mai 45. Je voudrais aussi vous donner une précision. Vous savez que les AML n'ont pas été invités à prendre part ou à organiser une marche. Une marche à l'occasion des festivités. Et ce point-là a été inscrit dans l'ordre du jour du comité central des AML tenu à Alger le 5, 6 et 7 mai. Et là, les services du gouverneur d'Alger ont essayé de camoufler la tuerie. Le 8 mai, ils ont envoyé à 15h un télégramme fustigeant et pointant du doigt Farhat Abbas comme le principal instigateur de la tuerie. Alors que Farhat Abbas se trouvait ce jour-là à 10h au salon d'honneur du gouverneur en compagnie du docteur Saadan pour présenter les félicitations des AML au gouverneur et aussi protester contre les crimes commis le 1er mai 1945. Ces choses-là n'ont pas été encore dites et n'ont pas été encore exploitées et explorées. Alors, vous avez depuis des années entamé un travail de recherche, etc., qui s'est depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis de 20 ans, qui s'est donc traduit par la publication de 2 ouvrages consacrés à... Et la principale question à laquelle vous voulez répondre, et j'aimerais vous la poser, c'est pourquoi Sétif ?
Très bonne question. C'est très simple. Pourquoi Sétif? Parce que, selon les historiens français et algériens, Sétif, dans les années 40, était la capitale du nationalisme algérien. Et c'est là où résidait Farhat Abbas. C'est là où les AML ont été créés. Ça, c'est un fait indéniable. Le deuxième, pourquoi Sétif? Parce que l'autorité coloniale avait choisi le temps et le moment et l'espace pour crever l'abcès. Donc, ils l'ont fait à Sétif parce que à Sétif, on a laissé faire. L'autorité coloniale avait autorisé, je dis bien autorisé, la manifestation non officielle pour crever l'abcès et pour tuer les Algériens. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Constantine, les représentants des Amis du Manifeste et de la Liberté, représentés par Si Jamel Derdour Lairhamou, avaient demandé l'autorisation d'organiser une manifestation qui a été refusée. Donc, malgré ce refus, ils ont organisé, ils ont essayé de marcher à Constantine. Les organisateurs ont été accueillis par des blindés. Donc la sagesse, je dis bien, la sagesse des organisateurs de cette manifestation a évité un autre bain de sang aux Algériens. On a évité un carnage à Constantine. Dans d'autres régions, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations à Blida. Il y a eu des échauffourées. Il y a des gens qui ont été tués. Il y a des gens qui ont été incarcérés et qui ont été sanctionnés à de lourdes peines de prison. Il y a eu comme je le disais, à Annaba, donc, et dans différentes régions du pays, mais le bain de sang a coulé à Sétif pour une raison toute simple. L'autorité coloniale a trouvé le moment opportun pour crever l'abcès. Et ils l'ont crevé à Sétif. Comment l'étincelle a été allumée justement donc, c'est très simple. Moi, je ne connais pas, sincèrement, je ne connais pas une manifestation non politique. Je ne connais pas, d'ailleurs, juste après l'armistice, les gens sont sortis. Et puis, je voudrais insister sur un point. Eux, ils disent qu'il n'y a pas eu ce sont des manifestations spontanées, non organisées, décidées à la hâte. Non. C'est des manifestations qui ont été, d'ailleurs, comme celle du 1er mai, comme celle du 14 juillet 53 à Paris, comme celle du 17 octobre 61 en France, comme celle du 11 décembre 60 à Alger. Les Algériens ont été de tout temps organisés pour manifester et pour réclamer leurs droits. Donc, c'est pour réprimer et pour massacrer l'Algérien que cette tuerie a eu lieu à Sétif. Donc, il y a eu une petite réunion quelque temps avant le début de la marche, avec le sous-préfet Buterlin, qui avait donné son accord. Et puis, à l'apparition de l'emblème national, les forces de l'ordre, qui étaient munies de mitraillettes et d'un arsenal militaire très lourd, ils ont essayé, et ça c'est pour l'histoire, d'enlever ou de confisquer l'emblème national qui était porté par Issa Chraga, premier porteur. Il a été choisi, vu sa taille, par les scouts, puis le flambeau a été repris par Saal Bouzid, la première victime de ces massacres. Et pour l'histoire, moi je le dis dans mon premier et deuxième livre, ouvrage, que c'est la police qui a commencé, qui a ouvert le feu en premier lieu. Et il y a un jeune collégien, Mohamed Kamel Torche, qui était là, à quelques mètres de Sahel, et il a vu
le policier dégainé et tué, plutôt tiré sur Saad Bouzid, qui n'est pas mort sur le coup. Il est resté 3 jours à l'hôpital où il décède, et quelque temps après, il a été enfoui, lui et plus de 85 personnes, dans 2 fosses communes au cimetière Sidi Saïd de Sétif. Et ça sera le début donc d'un massacre. Absolument. C'est l'enfer. Absolument. Ça sera, comme vous le savez, Hassan, les mots ont un sens. Ça sera le début d'une épuration ethnique, il faut le dire. Oui. Ça sera le début. Génocide au sens propre. Sera le début d'une tentative génocidaire. Je vais vous dire pourquoi c'est une tentative génocidaire. C'est parce que, vous savez que ils ont utilisé tout un arsenal de guerre. Oui. Et puis la tentative génocidaire commence le 8 mai 1945 à 15h, quand le préfet de Constantine, Lestrade Carbonel, demande l'autorisation à Yves Châtaigneux de transférer les pouvoirs de la police vers l'armée. Moi, je pense, et vous en conviendrez avec moi, que l'armée n'est pas formée, n'est pas habilitée à rétablir l'ordre. Donc, c'est du ressort de la police. Donc, il lui a fait la demande à 15h. Il a eu une réponse téléphonique à 15h22. Et ce sont les archives, les documents français qui le disent. Les rapports ne sont pas rassurants, capitaine. La population arabe ne collabore pas avec nous. Au contraire, elle puise des ressources morales dans les coups de main des hors-la-loi. D'ailleurs, j'apprends qu'ils ont commis un attentat contre un policier. La situation est sous contrôle, mon commandant. Nos forces quadrillent le terrain. Nous exerçons une discrète surveillance du quartier indigène. Tout ça, c'est du conventionnel, Léonard. À la guerre comme à la guerre, il faut de l'action. Oui, de l'action. Il faut briser psychologiquement la population indigène en attaquant son point faible. Vous devinez de quoi je parle, capitaine? De leurs enfants, mon commandant. Il faut passer immédiatement à l'acte. L'opération exige la mise en place d'un dispositif. Vous comprendrez que j'en réfère au colonel pour avoir le feu vert. Donc maintenant, si vous voulez, on va anticiper un tout petit peu. 80 ans après, il y a un autre témoin qui va parler, à savoir l'archive. Et l'archive est une... On ne peut pas corrompre l'archive, on ne peut pas corrompre le récrit. Et puis, ils sont implacables. Donc, ce qu'on va faire dans peu de temps, dans le 3e ouvrage, Massacre de mai 45 par les documents, on va découvrir d'autres atrocités. Vous avez consulté une bonne partie de ces archives. Absolument, absolument. Je vais vous dire aussi cette tentative génocidaire. Vous savez que ils ont, à partir du 13 et 14 mai, ils ont rapatrié des bataillons blindés de l'Allemagne. Ils ont rapatrié des régiments. Ils ont ramené des régiments. Ils ont recruté des légionnaires. Ils ont ramené des légionnaires. Ils ont utilisé le 10e RTS, le 10e régiment des tirailleurs sénégalais, et aussi le 15e. Ils ont même ramené des régiments de goum marocains très frais du Maroc. Et ces goums-là ont été autorisés à voler du cheptel du côté de Guelma, où ils ont volé entre 12 et 15 000 têtes de bétail. Alors, vous parlez de Guelma. Guelma, donc, de triste mémoire, il y avait un sous-préfet, Achiari, qui va, lui, mobiliser toute une milice pour donc, procéder au massacre. La tentative génocidaire à Guelma a commencé le 14 avril 1945, le jour où le sinistre André Achiari met en place une milice de 250 personnes et il les arme. Le 10 mai 1945,
il décide d'exécuter 9 jeunes militants du mouvement national et 9 jeunes des AML, qui avaient à l'époque entre 19 et 40 ans. Je vais vous donner une exclusivité. Le 9, avant de partir, Smaïl Abda, Allah yarhamou, a écrit sur un mur: nous, les preux, n'avons pas peur ni de la mort, ni de l'ennemi. Parce que notre idéal, c'est de défendre notre patrie et notre terre. Et donc, ça, c'est gravé. Moi, je l'ai trouvé dans un écrit extraordinaire d'un de nos aînés, un confrère, Abdelkader Safir. Cet écrit, je l'ai. Il a été écrit en 1947. Et cette expression est transcrite en arabe et en français. C'est-à-dire, pour vous dire. Et ce crime-là est resté, comme tous les autres crimes commis en 1945, est resté impuni jusqu'à maintenant. Les commanditaires, les artisans de tous ces crimes-là n'ont jamais été inquiétés, n'ont jamais été, inquiétés par la France coloniale, qui continue jusqu'à nos jours à ne pas regarder en face les crimes commis en son nom durant 132 ans de colonisation de notre pays. Et depuis 80 ans, pratiquement, la France tente par tous les moyens de minimiser de l'ampleur du massacre. Kamel. C'est la nature du criminel. C'est la nature du criminel qui essaye soit de nier, soit de minimiser. Bon. Quand vous me parlez de cette posture ou de cette position de l'armée de la France coloniale, je vais vous parler de cette histoire du nombre de victimes, 45 000. Donc, le déni et la dénégation, c'est une nature chez le régime français, chez les Français, chez les officiels français. Je vais dire pourquoi. Parce qu'ils ont eu peur de la réaction des Alliés qui savaient. Et ils ont eu peur aussi, et ils continuent à avoir peur du tribunal de l'histoire. Ils remettent en cause l'ampleur des crimes commis durant mai et juin 1945 dans un territoire plus grand, 2 fois plus grand qu'un pays comme la Belgique. Quand ils ont utilisé, quand on utilise les B-26, quand on utilise une flotte maritime de 7 bateaux acheminés du port de Toulon à partir du 7 mai 1945, quand on utilise des blindés. Donc, et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit à un certain moment? Que leurs avions n'ont pas déversé des bombes qui pesaient à l'époque entre 50 et 100 kilos. Ils n'ont déversé que du sable comme l'heure. Alors que vous avez les chiffres des villages détruits. Absolument. Il y a des centaines de milliers de villages d'une très grande partie du nord constantinois qui ont été rasés de la carte. Je disais aussi que qu'est-ce qu'ils ont fait pour masquer l'ampleur du crime. Ils ont essayé de faire un semblant d'enquête et ils ont instruit, je dis bien, ils ont instruit les administrateurs et les maires des communes touchées par ces gravissimes incidents de ne signaler aucun fait. Mais on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas corrompre l'archive. Moi, j'ai des preuves sur les déclarations des maires où ont eu lieu des exactions. Je voudrais aussi vous donner une nouvelle information. Je l'ai découverte dernièrement. Les légionnaires ont violé des femmes du côté
du côté de la région de Borges. Et ça, c'est un témoignage d'une Française qui le dit dans un bouquin. Ils ont violé, et ces femmes violées ont donné naissance à des enfants noirs. Ces enfants-là ont été tués lors d'un bombardement durant la guerre de libération nationale. Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont violé. Je vais vous donner une nouvelle expression utilisée par l'armée coloniale durant la guerre de libération nationale, à savoir la corvée de bois. Eh bien, durant mai 1945, on dit, du côté de Guelma, on va faire une excursion à Alger. L'excursion à Alger. Quand on utilise excursion à Alger, ça veut dire qu'il y a disparition. Il y a des milliers de gens, de personnes dont le sort n'est toujours pas connu jusqu'à nos jours. On peut aussi parler de milliers, je dis bien de milliers. Et là, je commence à découvrir ça, de milliers de citoyens qui ont croupi, qui sont restés durant 17 ans derrière les barreaux. Dans ma deuxième édition de Sétif, la fosse commune, je donne quelques exemples. Oui. Mais c'est une liste non exhaustive. On peut aussi vous parler des sanctions administratives, des sanctions judiciaires. Il va y avoir donc à partir du mois de juin des sanctions qui seront infligées aux villageois. Absolument. C'est-à-dire aux rescapés. Absolument. Il n'y a pas eu uniquement les Algériens durant mai, juin et jusqu'à août et septembre. Ils ont non seulement été exterminés par les armes, mais ils ont fait face à la famine et au typhus. Laissez-moi aussi vous dire une chose très importante, c'est que même la justice coloniale a continué à tuer des innocents jusqu'à décembre 1946. Séquestre, Non, c'est des... avant de parler de la razzia, si vous voulez, c'est que les condamnations à mort ont continué, ils ont continué à exécuter des gens jusqu'à décembre 1946. Et les documents existent pour ça. On n'a rien dit, je dis bien, on n'a rien dit sur les misères faites et les souffrances de milliers d'orphelins qui avaient à l'époque perdu un ou deux parents, alors qu'en contrepartie, les orphelins européens ont été pris en charge parfaitement. On n'a pas aussi parlé des souffrances, ou plutôt, entre guillemets, de la récompense offerte aux éléments du 7e RTA, le régiment du terrain algérien qui avait libéré la France, notre mère patrie. Oui. Et puis en venant, ils ont été discriminés, pourchassés, et certains d'entre eux ont été spoliés. On n'a pas parlé aussi de la razzia. Bon, les Algériens connaissent les vols commis par le général de Bourmont en 1830. Ils ont volé notre trésor à la Casbah, estimé à l'époque à 500 millions de francs lourds, et une valeur de 6 à 7 milliards actuels. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'ampleur des vols commis pendant mai 1945 dans la région de Guelma et dans la région de Sétif. Ils ont volé des milliers de têtes de bétail. Ils ont dépossédé des centaines, pour ne pas dire de milliers d'Algériens de leurs biens. Moi, je suis fier de dire que l'Algérien était de tout temps riche. A été de tout temps, il était propriétaire de biens, etc. Donc, et c'est pour cette raison, moi je dis, c'est pour cette raison que les descendants de Pélissier, les descendants d'André Achari continuent à dénigrer et à porter, disons, à dénigrer notre belle et fertile Algérie. Kamel, vous avez écrit donc dans vos ouvrages que De Gaulle savait. Est-ce que cette répression
était menée pour l'exemple, c'est-à-dire pour avertir les Absolument. autres colonies, notamment Absol- africaines. Absolument, absolument. Quand il dit ne laissez pas filer entre les doigts l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, moi je le dis fièrement. C'est l'Algérie. L'Algérie n'a pas, on lui a pas offert l'Algérie sur un plateau. L'Algérie a été colonisée. Ils ont pris l'Algérie par le sang et ils sont sortis par le sang. Donc oui, il le savait. Et non seulement il savait, mais il était L'instigateur principal. non, il était le chef d'orchestre. Ouais. Je vais vous donner un truc, deux éléments importants. Le 11 mai 45, il envoie à Yves Châtaignieux, il lui envoie un télégramme de condoléances. Et il lui dit aussi, réprimer toute agitation anti-française. Et réprimer. Donc réprimer, ça veut dire tuer, massacrer. Oui. Ça, c'est un. Deuxième, le 11 mai 45, le Conseil des ministres français, sous la présidence de De Gaulle, il donne son feu vert pour l'envoi de renforts pour réprimer. Et c'était lui le ministre de guerre. Et c'était lui le principal décideur. D'ailleurs, il y avait au sein du gouvernement français des ministres communistes qui ne savaient pas. Et donc, en parlant de l'Afrique, il a voulu faire de l'Algérie un exemple. Il a voulu faire de l'Algérie un exemple pour que le continent africain ne bouge pas. Et puis, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Il y avait tout un plan, c'est-à-dire l'Union française, donc il avait proposé à Voilà. la fin de la guerre. Voilà. Donc, avant mai 45, il y a eu le terrible massacre De Tiaroy. Tiaroy, le 1er décembre 44. Au Sénégal. Et c'est aussi une récompense entre guillemets à nos amis sénégalais qui avaient aussi, eux aussi, contribué dans la libération de la France, la fameuse mère patrie. Oui. Donc, il y a eu par la suite Le Cameroun, d'abord, le Cameroun. à partir de 45. Voilà. Là, on a commencé. Et il y a eu par la suite les massacres à Madagascar. Qui avait pratiquement la même dimension que ceux commis en Algérie. Absolument. Donc, voilà. Comme dit l'autre, la colonisation française de l'Afrique n'a pas été un fleuve tranquille. Donc, ça a été un fleuve de sang. De sang. Voilà. Donc, et c'est pour cette raison que la France coloniale, la France actuelle, ne veut pas reconnaître ces crimes commis et ne veut pas regarder en face son passé colonial. Et c'est un peu, pour ne pas dire beaucoup, c'est dans une grande partie ce qui anime certains néocolonialistes qui s'attaquent à notre pays. Donc pour vous, Kamel Beniaïch, tout n'a pas été encore dit sur les massacres de Sétif, Guelma et Kharata. Je vais vous étonner. On n'a rien dit sur ce qui s'est passé en mai 45 en Algérie. Et c'est pour cette raison que je dis que massacre de mai 45 en Algérie, la vérité est mystifiée. Donc on ne veut toujours pas regarder la vérité en face. Et une catégorie de Français ne veut toujours pas, dont la droite, l'extrême droite, et aussi, surtout, une partie de l'armée française, dont les mains sont souillées, sont pleines de sang. Donc c'est pour cette raison, moi je le dirai toujours, qu'on n'a rien dit à propos de mai 45, qui est un élément important dans le déclenchement de notre guerre de libération nationale. Pour certains hommes politiques, pour certains cadres de la Révolution, pour des historiens algériens et français, dont des Américains, dont Todd Shepard, qui disent que mai 45 en Algérie a été le détonateur de novembre 54. Voilà, ce sera le mot de la fin de cette émission. Kamel Beniaïch, je vous remercie vivement d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes auteur de 2 ouvrages remarquables,
consacré au massacre du 8 mai 1945, le premier Sétif, la fosse commune, massacre du 8 mai 1945, et le deuxième massacre de mai 1945 en Algérie, la vérité mystifiée. Encore une fois, merci Kamel Beniaï. Je tiens à remercier également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك يا وطني جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذله للشعب